Bienvenue au podcast Invest Immo Club, épisode numéro 25. Vous écoutez le podcast Invest Immo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés. Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimmoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Un grand bonjour, ici Bruno. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour ce nouvel épisode du podcast Invest Immo Club. Merci à toutes les personnes qui ont pris une minute pour laisser un commentaire sur iTunes. En immobilier, la chance, il faut en avoir. C'est avec toute franchise que Sébastien, notre invité du jour, nous dévoile comment il a profité de la hausse du marché immobilier parisien dans le début des années 2000. Mais en parallèle, Sébastien s'est également beaucoup formé. Et surtout, il s'est inspiré d'autres investisseurs ayant déjà réussi. Nous verrons concrètement comment il a fait pour acheter et revendre 2 appartements sur Paris alors qu'il était encore dans la vingtaine. Nous allons voir sa manière utilisée pour faire glisser le prêt sur ses 3 premiers investissements. Oui, un seul prêt sur 3 investissements. Pour les investisseurs localisés en Île-de-France souhaitant faire des affaires ailleurs, Sébastien nous dira également comment il a fait pour choisir la ville de Rouen afin de diversifier ses investissements. Toutes les notes de l'épisode sont disponibles comme à chaque fois sur le site. Rendez-vous à l'adresse investimmoclub.com/épisode 25. N'hésitez pas à fouiller sur les autres pages du site et à devenir membre du club. En cadeau de bienvenue, vous recevrez notamment la checklist chronologique 52 étapes pour ne rien oublier dans votre processus d'investissement du début à la fin. Et maintenant, faites place, c'est le moment de faire entrer notre invité du jour. Bonjour Sébastien, bienvenue au podcast Invest Immo Club. Bonjour, tu vas bien ? Ouais, très bien, et toi ? Bah écoute, ça va. Heureux de t'avoir aujourd'hui. Bah ouais, moi aussi, pour pouvoir un peu discuter immobilier. Exactement. Alors justement, histoire de contextualiser un petit peu ton aventure et ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter, pour les auditeurs surtout, ta situation perso et puis professionnelle lorsque tu as commencé à investir ? Ouais, tout à fait. Écoute, ma situation professionnelle déjà, elle était que je venais d'évoluer un petit peu au niveau de mon travail. Moi, j'étais vendeur. Au bout de quelques mois, en fait, je suis passé responsable adjoint. Et ma situation, en gros, je travaillais pas mal. Je travaillais les week-ends, je travaillais même le dimanche. En dehors de la région parisienne, c'était un peu galère, mais bon, c'était un petit sacrifice que je faisais momentanément. Ouais. Et au niveau du salaire, écoute, je tournais aux alentours de peut-être 1700, 1750 euros net mensuel. D'accord. Donc, pas quelque chose d'extraordinaire. Là, on se situe en 2002-2003. 2002-2003, d'accord. Après, en tant que commercial, tu avais quelques primes aussi. Ouais, écoute, j'inclus ça. Alors oui, ça devait être sur 13 mois, je pense, à l'époque. Mais bon, grosso modo, c'était ça au niveau du salaire. Donc, c'est pas un truc énorme. Ouais. D'ailleurs, je sais pas, les banques, quand tu fais une demande de prêt, ils prennent en compte les primes quand tu as un profil comme ça avec un net et puis des primes ou pas ? En fait, ça dépend des banques. Ouais. Alors, ça dépend parce que ça a été fait en 2003. Aujourd'hui, c'est un peu... ça dépend, mais déjà, toutes les banques n'incluent pas tout de la même manière. Oui, c'est vrai. Ça dépend surtout comment on amène le projet. C'est-à-dire que, comment dire, il y a 2 types de primes à moi à l'époque dans de la manière dont je travaillais. C'est-à-dire il y avait les primes sur le chiffre d'affaires mensuel dans le magasin, parce que moi j'étais responsable d'équipe dans un magasin. D'accord. Donc si tu veux, on avait des primes mensuelles. Alors l'idée c'est que quand tu as un historique de 6 mois, 1 an ou 2 ans, forcément en fait ces primes, le banquier il a plutôt tendance en fait à les inclure. Ok. Ouais. Parce que lui, il a intérêt. Moi, je changeais de banque, donc il avait plutôt intérêt à me récupérer comme client à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Donc, il va inclure une bonne partie. Et puis, il y avait autre chose, c'était les primes des dimanches. Parce que, alors, faut revenir encore en arrière, parce qu'aujourd'hui, le travail du dimanche, ça a beaucoup changé depuis 2 ans. Et en 2002-2003, le travail du dimanche était exceptionnel. Je veux dire, même le gouvernement se battait pour pas qu'on travaille le dimanche. D'accord. Ce qui est complètement à l'opposé de ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'on nous impose aujourd'hui de travailler le dimanche dans le commerce dans certaines zones.
Mais à l'époque, c'était pas le cas. Et moi, j'étais sur un magasin qui était en dehors de Paris, dans une zone dans laquelle on travaillait le dimanche. Donc, D'accord. ces dimanches, finalement, étaient des primes, si tu veux, sur le papier qui étaient exceptionnelles, mais en même temps, vu que tant que j'étais dans ce magasin, elles étaient régulières. Régulière. Et l'idée, c'est que moi, ça faisait quasiment 8-9 mois que j'étais dans ce magasin, donc je l'ai vendu au banquier comme quelque chose de régulier. Or, je savais que j'allais revenir moi à Paris après et que je n'allais plus avoir ces primes. Ça, je ne lui ai pas dit. D'accord. Donc moi, j'ai joué sur les primes régulières de chiffre d'affaires parce que le magasin augmentait de chiffre d'affaires chaque mois. Enfin, en tout cas, ça marchait très très bien chaque mois. Et en même temps, je lui vendais les dimanches. Et en plus, les dimanches, c'était compté double, donc c'était très, très important pour moi. Ouais, effectivement. Donc, ok, t'étais dans cette situation. Donc, toi, tu venais de Paris et là, t'étais momentanément en dehors de Paris pour faire ce job lorsque tu as fait ton premier investissement, en fait. Ouais, tout à fait. Donc, j'ai été muté en fait pendant en gros 9 mois en dehors de Paris, donc beaucoup de trajets, etc. Très pénible pour moi, mais c'était c'était un job dans lequel en fait je gagnais plus. D'accord. Et c'est ça qui était intéressant pour moi et qui a déclenché les choses. J'ai peut-être gagné 250 € de plus par mois qu'avant, donc ça faisait quand même une différence. D'accord. Alors raconte-nous un petit peu ce premier achat donc que tu disais 2002-2003, c'était pourquoi en fait et comment ça t'est venu? Ça m'est venu pas tout à fait naturellement, ça m'est venu de la contrainte. Et il y a beaucoup de choses dans mon histoire qui viennent de la contrainte, c'est-à-dire souvent, dès qu'il y a des personnes qui ont certaines difficultés, elles abandonnent ou elles changent de projet. Moi, je suis plutôt dans un mode de pensée qui est l'inverse, qui est plutôt quand on a une contrainte, c'est souvent là où les gens abandonnent. Et moi, je sais que de la contrainte, en fait, naissent beaucoup d'idées et beaucoup de choses nouvelles pour moi. Donc, je sais que sur le moment, c'est pas quelque chose qui est agréable, la contrainte, quand on a un problème. Mais de là naissent beaucoup d'idées. Et effectivement, c'est vrai, ouais. Ouais, l'investissement immobilier, enfin, en tout cas, c'était pas de l'investissement immobilier au début, mais mon histoire immobilière, elle a commencé en fait avec ma résidence principale. D'accord. Et elle est née d'une contrainte qui était que en 2001-2002, j'étais en colocation et ça s'était pas très bien passé. J'étais à Paris en coloc et le problème, la coloc était pas bien aménagée. Il fallait que je passe par la chambre des autres colocataires pour arriver dans la mienne. D'accord. Un seul toilette pour 3 garçons. Qui était en plus dans la salle de bain, ça veut dire quand il y en a un qui prenait sa douche au son bain, on pouvait pas accéder aux toilettes, enfin, pas très bien aménagé, plutôt compliqué, pas forcément très cher, enfin c'était abordable, mais compliqué. Donc au bout de 5-6 mois, au bout d'un certain moment, j'ai laissé tomber. Et je voulais pas faire de la colocation et je me suis dit je pense que le mieux c'est d'habiter dans un studio seul. Au départ, c'était de la location. Et puis donc, je suis retourné vivre chez mes parents quelques temps. Et en fait, en faisant des simulations de prêts en parallèle, je me suis dit que finalement, ça me coûterait moins cher d'avoir un appartement à moi, de prendre un crédit que de louer. D'accord. Les mensualités seraient moindres que le loyer que tu débourserais pour le même studio. Absolument. Sur Paris, c'est ce que tu avais fait comme calcul, Ouais, absolument. Et ça, alors l'idée, je sais pas exactement comment je l'ai eu, mais il faut savoir que moi, mes parents ont quasiment toujours été propriétaires de leur résidence principale. Donc, ça vient peut-être aussi de ça, c'est-à-dire que j'ai pas une culture en fait de locataire dans ma famille. D'accord. Donc, on a une culture d'avoir sa résidence principale. Donc, c'est de là en fait que j'ai commencé à faire des simulations. Et puis ma banque me suivait, mais à des taux. Je me rappelle le taux que ma banque m'avait proposé à l'époque. On était à du 6,25. 6,25, ok. Pour combien d'années? Sur 20 ans. Sur 20 ans, d'accord. 6,25 sur 20 ans, donc on devait être en 2002-2003 a priori. Donc ça, c'était il y a 15 ans, ouais. Ouais, c'est ça. Et ma banque, en fait, je me rappelle très bien, c'est la banque de mes parents, c'est la banque que j'avais quand j'étais jeune. Et pour moi, c'était une bonne banque. Sauf que c'était vraiment une banque qui avait des taux d'intérêt assez hauts et qui a toujours des taux d'intérêt plutôt hauts. Ils ont
plutôt une réputation d'avoir des taux d'intérêt hauts. Hein. D'accord. Et quand elle m'a dit ça, en gros, je me rappelle, hein, la directrice, enfin la personne qui s'occupait de mes comptes, conseillère, la directrice, ma conseillère, je sais même plus qui c'était. En gros, elle m'avait reçu dans son bureau avec un énorme sourire en me disant, je vais vous faire un taux mais de malade, enfin un taux super pour vous. Et moi, j'avais déjà comparé les taux à côté et je savais que c'était pas du tout intéressant. D'accord. Donc ouais, j'ai continué. Puis du coup, j'ai pris un courtier finalement à cette époque. D'accord. Ouais, ça devait même pas être très répandu à l'époque, les courtiers. En tout cas, beaucoup moins que maintenant. Non, alors en plus, l'idée venait même pas de moi. L'idée venait d'un ami à moi qui avait investi qui avait acheté sa résidence principale un an ou deux avant. Parce que c'est vrai que là, on se retrouve quand même en début des années 2000. Donc, il y a eu quand même un vrai changement au niveau de 99-2000. C'est là où en fait le marché en fait a chuté. On a eu un peu avant la guerre du Golfe, on a eu certains événements qui ont fait que l'immobilier d'un coup a chuté. D'accord. Donc ça a été la cata pour certains investisseurs qui avaient des appartements, mais ça a été une vraie aubaine pour des personnes qui voulaient investir à ce moment-là. Et puis surtout, alors ce qu'on ignorait à l'époque, c'est que c'était vraiment le début en fait d'une inflation des prix qui était colossale. On va en reparler, je pense, dans l'interview, mais c'est vraiment intéressant pour moi après. Mais ça, au début, on le sait pas. D'accord, Donc, ouais, effectivement. On a pas un ami à moi très intéressant, enfin qui avait une dizaine d'années de plus que moi, en fait, avait acheté. Et c'est vrai qu'à l'époque, et ça se pratique toujours, c'est que les courtiers, quand ils feront affaire avec vous, ils vous disent, écoutez, si vous me recommandez à quelqu'un, vous aurez une petite commission, etc. Alors, c'était pas grand-chose à l'époque. Et puis moi, j'étais dans une situation où je cherchais à acheter. Donc lui, naturellement, c'est un ami à moi, il s'appelle Jean-Louis, enfin, c'est toujours un ami à moi. Et il m'a dit, écoute, va voir ce courtier et tu y vas de ma part. Il m'a dit, je te cache pas, voilà, j'aurai une petite com si tu passes par moi, mais bon, que tu le fasses ou pas, voilà, moi ça s'est bien passé, va le voir. Et il avait déjà recommandé à un autre ami à moi qui s'appelle Didier et qui avait aussi investi par ce cabinet. Donc je me suis dit, voilà, il y en a deux qui l'ont fait, ça s'est bien passé. Écoute, moi, ma banque me propose du 6,25 ou 6,50, je sais plus. Donc voilà. Bon, alors au final, j'ai trouvé un appartement avec un taux de 4,25 sur une autre banque concurrente. Ouais. D'accord. Alors raconte-nous un petit peu ce que c'était ce premier appartement. Au final, ton premier investissement, le premier investissement que tu as réalisé dans ta vie sur ta résidence principale. Ouais, c'était assez simple. J'ai pas mis beaucoup de temps pour le trouver. Moi, j'habitais je crois que c'était dans le 11e, donc je suis pas allé, enfin, dans la coloc, elle était dans le 11e, vers Charonne, pour ceux qui connaissent. Donc, je me suis pas trop éloigné. J'aimais bien le quartier. Je me suis juste un peu rapproché plutôt de la Bastille, donc plutôt vers Voltaire, et j'ai trouvé un appartement au bout de quelques visites. Un studio qui donnait sur cour, dans une rue qui était assez bruyante, mais qui donnait sur cour. Donc, du coup, cette rue n'était pas du tout bruyante pour moi. Ok. J'étais dans les 72 000 euros. J'ai pas négocié. D'accord. Je suis juste passé par le courtier. J'ai fait quelques travaux. Donc, grosso modo, il m'est revenu. Enfin, j'ai fait très peu de travaux. Hein. Les travaux, c'était moi et mon père. Donc, c'était juste les matériaux achetés. Mon père étant plombier, c'est un gros poste de travail, j'ai pas besoin de faire. Moi, j'ai toujours été bricoleur. À la maison, on avait 40 mètres carrés de sous-sol avec un atelier de bricolage. Donc moi, j'ai toujours. C'est vrai que dans le bricolage, les outils, c'est l'essentiel. Ouais, et puis voilà, mon père avait tous les outils. C'est-à-dire que j'avais pas d'outils à acheter, il me les prêtait et lui s'occupait de la partie plomberie et moi, je m'occupais de tout le reste. Okay. Donc, au niveau. Je dirais, donc, tu vois, je suis passé de 72 000 euros, mais tu vois, tu ajoutes les frais de notaire et puis tu rajoutes les matériaux. On arrivait à 80 000 euros. 80 000, c'était vraiment d'accord. équipé, mais après, voilà, c'est un studio, si tu veux. Mais c'est quelle surface, justement Alors, c'est là où c'est drôle, c'est que moi, je me rappelais historiquement que c'était à peu près 23 mètres carrés. Ouais. Tu vas voir que pour la revente, c'était important parce que je m'étais un peu trompé. Mais voilà, je ne m'étais pas vraiment focalisé sur les diagnostics, la loi Carrez. Je ne sais même pas s'il y avait la loi Carrez à l'époque, tu vois, mais moi, j'avais pris le truc, on m'avait dit c'est ça le prix, c'est ça l'emplacement. J'avais fait 3-4 visites peut-être. Hein, et l'appartement me plaisait en fait, vraiment il me plaisait. Donc je me suis dit voilà le coup de cœur, le truc, le truc quand t'achètes ta résidence principale, tu dis c'est là où je veux vivre. Alors pas pendant 20 ans, hein, mais c'est là où je veux vivre les quelques années qui arrivent et c'est moins cher que prendre une location. D'accord. Voilà des mensualités, je me rappelle c'était 455 euros à peu près les mensualités contre quasiment 550 à 600 si je devais louer.
Donc vraiment une vraie économie pour moi. Ok, alors parce que justement là tu dis, alors ce que tu me disais c'est que la surface t'es à peu près un peu plus de 20 mètres carrés, allez 72 000 euros divisé par 20 mètres carrés, ça fait en dessous de 4 000 euros le mètre carré. Ouais. À l'époque c'était les Ça prix, fait rêver, hein. c'était les Ça prix ou c'était ça les prix à l'époque en 2003? Ouais, c'était les prix hein, à l'époque. Hein. Ok, et C'était donc carrément les prix. Je me demande même si c'était même pas une fourchette haute. d'accord, ok. Effectivement, alors qu'aujourd'hui, j'imagine dans ce quartier-là, ça doit avoisiner un peu plus de 8000 peut-être. Donc, Ah bah écoute, je vais te le dire dans un instant, mais c'est vrai que quand tu achètes ta résidence principale, et c'est là où on se fait piéger, enfin on se fait piéger, non, parce que si tu Voilà. veux juste acheter ta résidence principale, et ben tu te fais plaisir, et puis si tu vois Ouais. que entre ce qui te fait plaisir, le coût des travaux, le coût de l'acquisition, enfin le coût global, charge, enfin tu fais tout ton calcul, et tu dis je peux l'avoir et ça me coûte tant par mois, et c'est intéressant pour moi, et ben t'y vas, parce que tu vas vivre dedans, tout simplement. Donc, tu as Oui, envie de te faire plaisir. Et puis, le problème, c'est que tu t'endettes quasiment au maximum de ce que tu pouvais, voilà, ce que tu effectivement. peux faire. Grosso modo, ça fait pas loin de 500 charges comprises. 3 fois 5, 15. On est à 1005. Alors, j'étais à peu près à 30% d'endettement, un peu moins de Ouais. 30% d'endettement. Oui, Ouais. oui, oui, tout à fait. Non, c'est vrai que toujours la question de la résidence principale, les investissements, effectivement, ça peut gréver la capacité pour faire des investissements par la suite. Faut peut-être si on a déjà l'objectif de faire des investissements, se dire que la résidence principale, faut la voir comme un achat plus émotionnel que rationnel sur certains aspects et que ça peut limiter pour la suite. Bon après à chaque profil et à chaque personne de faire ce petit calcul, mais pour le coup toi c'était pas un investissement et tu pensais pas investir à ce moment-là, c'était vraiment une résidence principale. Je dirais ma vision sur la résidence principale, c'est que pour moi, acheter sa résidence principale, c'est pas un investissement. Donc en fait, moi je le rentre pas dans la catégorie que je vais m'enrichir en fait avec la résidence Ouais. principale. Alors après, il y a Sauf une si autre c'est possibilité. excellemment bien fait. Ouais, mais si tu veux prendre tous tes paramètres, tout optimiser et tout, tu vas faire des concessions sur certaines choses probablement. Alors après, c'est est-ce que tu vas privilégier ton confort, ta vie, ta famille, parce que tout ça, c'est le coup de cœur, d'accord? Alors que si tu veux investir dans l'immobilier et, je veux dire, gagner avoir une somme d'argent, un cash flow, enfin un excédent de trésorerie tous les mois pour commencer à en vivre, pouvoir répéter l'opération, si tu fais ta résidence principale, bah, tu trouves quelque chose qui te plaît, tu mets un maximum en fait de ta capacité d'emprunt, voire vraiment le maximum de ce que tu peux prendre, et après tu réinvestis pas, enfin tu peux pas racheter après. Donc c'est deux choses différentes. Par contre, il y a quand même, en gros, une manière de faire où la résidence principale peut intervenir dans un investissement Ouais. immobilier, c'est finalement celui que moi j'ai fait. Mais je le savais pas à l'époque, hein, c'est-à-dire que ça a pris de la valeur et en gros, il y a eu plus-value. Ok, Alors alors aujourd'hui, on peut pas faire de plus-value aussi impressionnante que ce que j'ai fait. raconte-nous un peu Ouais, je vais te le dire. les chiffres. Mais après, on peut recréer quand même artificiellement ce contexte, mais il y a beaucoup plus de risques et ça ne sera pas démesuré comme je l'ai eu à l'époque. Ouais. Alors voilà, pour te donner maintenant quelques chiffres, je l'ai vendu quelques années après, aux alentours de 2007. Donc un appartement que j'ai acheté 80 000 euros, vraiment tout compris, je l'ai revendu 160 000 euros en 2007. Donc j'ai fait x2. D'accord. En 5-6 ans, effectivement. Ouais, en 5 ans. Donc 6 mois avant, même, je l'avais fait estimer et je pouvais le vendre à peu près 140 000 euros. Je ne l'ai pas fait parce que je partais en vacances, etc. Et voilà, 6 mois après, je le remets en vente. Et j'avais même mis en vente à 165 000. Et à ce prix-là, j'avais dû vendre à peu près 23 mètres carrés. Et c'est là que je m'étais trompé parce qu'il n'y avait pas 23 mètres carrés dans mon appartement. D'accord. Il y avait moins. Mais j'avais trouvé un acheteur à 165 000. Ouais, ouais. Donc j'en avais trouvé plusieurs hein, d'ailleurs, pas que un. Hein. Quand j'avais mis en vente, je me rappelle, j'avais eu plusieurs annonces, plusieurs personnes étaient venues. Et tout ça s'est fait en une semaine. Hein. D'accord. Enfin, dès que l'annonce est parue, en une semaine, j'avais fait des visites et j'avais trouvé un acquéreur à 165 000. Donc, une fois que j'ai refait les diagnostics et qu'on m'a dit, voilà, pour votre dossier, vous devez faire tous les diagnostics, etc., j'ai fait la surface. Et là, c'est là que je me suis aperçu que, en fait, il n'y avait pas 23 mètres carrés, il y avait 21 et quelques. Donc, mécaniquement, tu as dû baisser Ouais, le j'ai prix. pas baissé proportionnellement Ouais, pas au coût proportionnellement, du mais... mètre carré.
Mais voilà, psychologiquement, je lui ai dit que. Donc c'était un peu compliqué. Je lui ai annoncé par téléphone à ce garçon qui avait à peu près mon âge, hein, et qui est dans la même situation que moi, mais il était un peu plus jeune que moi. Et lui, il n'y avait pas de problème, en fait, parce que voilà, il pouvait pour 165 000. Moi, c'était un peu dur à faire passer la pilule parce que voilà, en gros, j'ai enlevé 1,5 m². Alors 1,5 m², ça peut paraître dérisoire pour quand on achète 40-50 m², mais quand on achète 23 m², 1,5 m² à Paris, ça vaut quelque chose, hein. Ça vaut plus de 6 000 euros le m². Ouais. Donc là, je sais pas, tu vois, si on fait un ratio, 160 000, hop, divisé par 21 m², ouais, presque... ça fait 7 600. Ouais, presque 8, effectivement. Ouais. Donc voilà, les choses ont vraiment évolué. Alors bien sûr, plus la surface est petite et plus ça coûte cher au m², et là on n'était que en 2007. Hein. Ouais, oui, effectivement. Bah alors après, le marché a quand même un petit peu s'est consolidé après la crise qu'il y a eu aux États-Unis et puis sur le marché parisien, avec l'impact sur le marché français. Mais effectivement, cette période-là entre début des années 2000 et 2007-2008, il y a eu vraiment une flambée des prix. Alors sur le marché parisien surtout, mais dans toute la France plus généralement, quoi. Ouais, sur la France plus généralement. Ouais. Après, sur le marché parisien, c'était un peu, c'était décorrélé du marché français, honnêtement. Ouais. Moi, j'entendais à la télé les émissions qui disaient que, en gros, ça y est, c'était la fin, vers 2008, hein, que c'était déjà la fin, qu'on arrêtait de monter, que l'immobilier arrêtait de monter, que même dans certaines villes, il y en a qui avaient du mal à vendre parce qu'ils avaient acheté haut, et puis quand le marché commence à restagner, voire à commencer à baisser, d'un coup, tout le monde s'affole. Hein. Et c'était pas le cas en fait à Paris. Mais bien évidemment, au moment où tu le fais, c'est toujours facile d'analyser en fait après. Mais au moment où tu le fais, c'est ça. T'es dedans, tu sais pas ce qui se passe, tu sais pas à 6 mois, 1 an, 2 ans ce qui va se passer. Donc moi je me suis dit, il y avait quand même une raison pour laquelle je vendais, c'est que j'avais 27 ans. Et que un studio c'était devenu trop petit pour moi. C'est-à-dire que je tournais en rond. Moi j'aimais beaucoup ce studio, mais il y a un moment, tu commences à plus être seul. De temps en temps t'es deux dans l'appart. Alors dire du monde. Donc, justement, qu'est-ce que tu en as fait de cet argent en fait que tu as engrangé en plus-value? Alors cet argent à la base j'ai pas vendu pour récupérer juste de l'argent. Alors il y a une partie qui a été amortie, hein, puisque entre 2003 et 2007, il y a une partie c'est moi qui payais en fait mon loyer, je remboursais mon crédit, mais c'est comme si je payais un petit loyer. Tout à fait. Donc il y a une partie de la dette qui s'est épongée, mais pas beaucoup, parce que les premières années tu payes beaucoup d'intérêts. Mais non, mon but c'était de vendre pour acheter plus grand. Hein, voilà. D'accord, ok. Donc j'ai racheté un 35 m². Ouais. Dans le 20e ou 19e, 20e, je sais plus exactement, je sais plus quel arrondissement c'était entre les deux. D'accord. Et là, voilà, clairement, moi je voulais une chambre en plus, je voulais un autre appartement, toujours au calme. Et c'était super parce que du coup j'ai récupéré le chèque, donc j'ai vraiment eu 160, un peu plus même de 160 000 euros sur mon compte, hein, quasiment 162 000 parce que y a des proratas à calculer, des choses comme ça. Oui. Donc le notaire m'a fait c'était ça à l'époque, hein, c'est-à-dire que j'avais un chèque du notaire de 162 000 euros que j'ai porté à la banque. Et c'est juste hallucinant. Moi je savais même pas, quand j'ai signé, je savais pas que j'allais repartir avec un chèque. D'accord. Parce que moi j'avais un crédit, je pensais que le crédit allait enfin il y avait plein de choses que je pensais, et en fait tu te retrouves, je peux te raconter rapidement, c'est que je me suis retrouvé avec un chèque dans ma poche, donc ça devait être en fin de matinée, début d'après-midi, je vends l'appartement, je rends les clés et on me fait ce fameux chèque. Je me dis c'est pas possible, moi j'ai un chèque comme ça, je vais directement à la banque. Donc je vais à la banque, dans le métro, je mets ma main sur mon portefeuille, dans ma poche de mon blouson en permanence, parce que c'est le truc que tu te dis, voilà, si je perds, je suis mal, quoi. Je vais à la banque, et en fait, comme j'y allais jamais l'après-midi, je savais pas, mais en fait, il y a eu du monde. Donc, il y avait 5-6 personnes qui attendaient devant moi. Ma conseillère devait manifestement pas être là, parce que j'ai passé la tête dans son bureau vitré, là, je la voyais pas. Et comme il y avait du monde, la nana au guichet disait, pour les nouveaux qui arrivent, si c'est des chèques, si c'est des remises de chèques, vous les mettez dans l'urne de là-bas. Enfin, tu vois comment ça se passe. Oui.
comme il y a du monde, on fait ça. Non, Et je vais pas moi, le mettre dans l'urne. voilà, et moi, c'était clair, j'allais pas mettre dans l'urne, d'autant plus que 2-3 mois avant, j'avais remis un chèque de 500 euros, je me rappelle très bien, et c'est pour ça que je voulais surtout pas le mettre dans l'urne, et en fait, ça avait mis 6 mois cette histoire, parce que je m'étais trompé d'un numéro, c'était parti chez quelqu'un d'autre. Donc là, 162 000 euros, il était hors de question que je le mette dans l'urne, enfin, je pense que, voilà, c'est assez compréhensible, et donc, en gros, elle me donne un bordereau, je commence à le remplir et tout, et puis il y a un gars du guichet d'à côté, un conseiller, qui faisait un petit peu qui expliquait, voilà, enfin, qui gérait la file, en fait, parce qu'il y avait du monde. Et l'espace est vraiment tout petit. Donc, il me voit avec mon chèque, il me dit, voilà, vous le remplissez, vous le mettez dans l'enveloppe et vous le mettez dans l'urne. Et je regarde, je lui fais, non, je vais la remettre en guichet. Il me dit, non, monsieur, il y a du monde. Bref, moi, j'étais pas du tout serein de cette situation, et je le revois, je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous pourriez me redonner, en fait, un bordereau, parce que je me suis trompé quand je l'ai rempli, quoi. Je me suis trompé en le notant, en fait, en toutes lettres. Et le mec, en fait, m'affiche devant tout le monde en me disant, bah alors, le jeune, là, il sait pas écrire un chiffre en lettres. D'accord. Et donc, en fait, je me fais afficher, tout le monde me regarde. Donc tout le monde est en train de se foutre de moi, et le gars il insiste, et je commence à le réécrire, et en gros il me dit, bah donnez-moi celui qui est pas bon, je vais le jeter, quoi. Et je lui donne, et lui commence à le chiffonner, en fait, voit le montant écrit en chiffres, et il me regarde et il me dit, mais c'est quoi ce montant? Et je lui montre mon chèque. Et en fait, là, devant tout le monde, il me fait, ah non, mais je comprends, mais venez dans mon bureau, on va écrire le montant, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des montants comme ça, mais d'où vient cet argent, etc. Et en gros, bah, du coup, il s'était foutu de moi, en fait, 2 secondes avant, et après, il m'emmène dans son bureau, et on a rempli le chèque ensemble. Donc, alors, rassure-moi, aujourd'hui, les autres ventes que tu as fait depuis, c'est toujours des chèques, ou ça se fait par virement plutôt actuellement? Alors, écoute, il me semble que la deuxième vente était aussi comme ça, hein. Celui que j'ai fait en 2011, c'était comme ça aussi, hein. Ok. Non, maintenant c'est plus comme ça. Maintenant c'est des virements. Ça n'existe plus. Donc au final, cet argent-là, tu l'as utilisé pour acheter l'appartement plus grand là de 30 mètres. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai racheté 35 mètres carrés. Ouais. Sauf que, bah, effectivement, moi j'ai revendu plus cher, mais c'est tout le marché qui a augmenté. Donc, j'ai revendu. Donc j'ai racheté. Alors cette fois-ci, par contre, je me suis dit, bon, c'est plutôt intéressant, l'immobilier, j'achète à 80 000, je revends quelques années, je fais x2, je me dis, ça sent bon cette histoire, il y a quelque chose à en faire. Mais j'étais pas du tout encore dans la démarche d'investissement locatif à cette époque, je m'étais juste dit, c'est vachement cool parce que ça me permet quand même quelques années après d'avoir un 35 mètres carrés, alors qu'avant je pouvais avoir qu'un studio. Ouais. Mais comme je te disais à l'instant, le marché, il a grandi et évolué dans son ensemble. Oui, bien sûr, à la fois pour les vendeurs mais aussi pour les acheteurs. Donc tu devenais acheteur. Exactement. Donc 35 mètres carrés, ça nécessitait pour avoir ce que je voulais de rajouter à peu près 50 000 euros. Donc j'ai refait un crédit de 50 000 euros. Puisque voilà, entre-temps mon statut avait augmenté, j'ai gagné bien ma vie, et surtout là j'avais décroché un poste en 2007, mais j'étais vraiment bien payé. Je crois, je me rappelle plus, mais je devais gagner à l'époque dans les 2500 euros. Enfin, j'étais vraiment, j'étais hyper content. J'avais un très bon salaire. Ouais. Donc, j'avais la possibilité de avoir un nouveau crédit. Et du coup, c'est ça. J'ai repris un crédit. Et là, j'ai fait un peu de travaux. Alors là, par contre, j'ai commencé à négocier plus, hein. C'est-à-dire que là, je m'étais dit, bon, le premier, j'ai fait tout à l'arrache un peu, mais là, cette fois-ci, je vais négocier. Je suis pas passé par un courtier, parce que du coup, j'ai transféré mon crédit d'un bien à l'autre. D'accord, donc en fait, tu as gardé le crédit que tu avais sur le premier bien, et tu en as fait un nouveau en complément. Ouais, exactement. D'accord, ok. C'est-à-dire les 100... Alors, il me restait, si tu veux... alors, sur les à peu près 75 000 que j'avais emprunté... du coup on repasse ça, le crédit est transféré sur ce nouveau bien, mais ça c'est au niveau du papier, parce que le notaire, lui, je l'ai payé avec le chèque que j'avais des 160 000 euros. D'accord, ok. Et puis j'ai fait un complément pour arriver à peu près à... Ouais, le coût de l'investissement, il était de à peu près 200 000 euros. D'accord. Et donc 35 mètres carrés, 200 000 euros, il était, je crois de mémoire, à 220 000.
Et puis c'était un peu compliqué, c'était une succession, ça a pris du temps, c'était pénible. Mais je suis arrivé au bout et donc j'ai bien renégocié parce que j'ai négocié à 192 000 euros frais d'agence inclus. Donc si tu veux, quand tu rajoutes les frais de notaire, plus les travaux, là il y avait presque 15 000 euros de travaux sur cet appartement. D'accord. Encore une fois, c'est moi qui faisais les travaux, mais bon, il y avait plus grand, donc ça nécessitait plus. Donc voilà, j'avais besoin de financement en plus. D'accord. Et là, je l'avais pris directement à ma banque. Je ne suis pas passé par un courtier. Parce qu'en fait, comme si tu veux là, ce bien, j'avais besoin de. Il était financé du coup par par ma banque. Donc je transférais le crédit sur ce bien, mais le complément, si tu veux, de paiement pour l'acheter, de crédit, il fallait que ça soit la même banque puisque c'était le même bien. Je peux pas avoir un crédit d'une partie de mon bien dans une banque et un autre crédit de ce même bien, puisque au niveau des assurances, ils veulent récupérer leurs sous. C'est ça. Quand même que ce soit la même entité, la même banque. Et comment ça se passe le transfert de crédit d'un bien vers un nouveau? Il y a des formalités spécifiques, des complications possibles? Alors à l'époque et aujourd'hui c'est différent. À l'époque déjà, alors encore une fois, je l'ai fait sans le faire exprès, c'est mon courtier qui avait négocié ça. Mon courtier avait négocié en fait le transfert du crédit, ou alors c'était par défaut sur le contrat, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça apparaissait sur mon contrat. Et voilà, quand j'avais voulu revendre mon appart pour acheter autre chose, eh bien, j'étais retourné voir mon contrat bancaire, mes offres de prêt, et du coup, j'avais vu qu'on pouvait transférer. Donc, je m'étais renseigné auprès de mon courtier, enfin, pardon, pas de mon courtier, de mon banquier, qui m'a expliqué comment ça se passait, mais il m'a dit attention, il y a quand même une condition, c'est que vous pouvez pas vendre votre bien et racheter 6 mois plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où vous vendez votre bien, il y a un délai, un laps de temps. Il me dit au pire, il faut que vous ayez déjà minimum un compromis de vente qui soit signé avant de signer l'acte définitif de vente. Donc je pouvais même signer un compromis la veille et être encore dans ma période de rétractation qui à l'époque était de 7 jours à l'époque, mais il fallait juste qu'il y ait un document écrit. Mais en fait ça c'est ce qu'ils te disent parce que réellement moi j'ai pas justifié de document, ils m'ont un peu cru sur parole. C'est juste qu'il y a un moment bien évidemment, en fait, mais c'est normal. Ce qu'il faut comprendre c'est que les banques elles te prêtent. Elles t'ont prêté de l'argent, elles ont un crédit. Toi, tu le rembourses tous les mois. Si tu rembourses pas, bien sûr, ils ont des assurances, mais les assurances, pour qu'elles fonctionnent, il faut quand même en fait qu'elle ait comme arme ultime de mettre ta maison aux enchères, de saisir ta maison, de la vendre. S'il n'y a plus de maison, ça marche pas leur système. Exactement. Tu vois, si moi je récupère, grosso modo, si je veux, je récupère l'argent, à la limite, je m'en vais, je rembourse plus, je m'en vais à l'étranger. Enfin, ça va être très compliqué pour mais elle également, si l'analyse au départ a été faite sur un bien et qu'après tu transfères sur un autre bien qui n'est pas le même, et peut-être qu'ils vont pas avoir, par exemple, disons qu'il a une valeur moindre, ils n'auront pas les mêmes garanties pour pouvoir ressaisir non plus. Tout à fait. La condition, la deuxième condition, c'est que le restant dû à la banque. D'accord, c'est-à-dire ce qui me reste à la banque plus les intérêts. Donc au début, je crois que j'ai pris un crédit de 72 000 euros. Peut-être que je dis n'importe quoi, il restait peut-être 65 000 à payer. Parce que, c'est-à-dire que la valeur devait être minimum de ce qui me restait de crédit. Parce que sinon, j'aurais dû rembourser en anticipe. Si par exemple j'avais acheté que 50 000, un appart à 50 000 euros, j'aurais dû rembourser de ma poche les 15 000 euros, donc de 50 à 65. Et à ce moment-là, on continuait le crédit. Je faisais un remboursement anticipé, ce que je n'avais même pas négocié à l'époque. Donc ça, le remboursement anticipé, je n'avais même pas négocié. Effectivement, c'est deux points qui peuvent être intéressants à négocier avec la banque. C'est ce que j'ai fait, les deux remboursements anticipés et puis les indemnités de remboursement anticipé à 0 et la transférabilité du prêt. Surtout la transférabilité du prêt, ça peut être intéressant si là en ce moment on est dans une époque où les taux sont plutôt bas. Si dans 4 ans vous vendez pour racheter quelque chose d'autre, vous pourrez bénéficier en transférant le prêt du même taux bas, alors que peut-être les taux auront augmenté à ce moment-là, quoi. Écoute, ton analyse est très très juste parce que si tu as un taux de crédit qui est bas, comme aujourd'hui, on emprunte entre 1 et 2%. C'est ça. Mais le truc qui est super intéressant, c'est qu'il y a 2 points. Il y a 3 points même. Le premier, c'est que tu gardes ton taux de l'époque, d'accord ? Deuxièmement, il n'y a pas les frais bancaires nouveaux. T'as pas des frais bancaires, t'as pas de démarche à faire. Et puis surtout, ce qui coûte cher, c'est toujours ton début de crédit. C'est les 5 premières années parce qu'elle coûte cher. Vu qu'on paye
un taux de crédit sur le restant dû. Et ben tes premières années, il y a beaucoup de restant dû. Donc en gros, les premières années, c'est là où tu payes le plus. Effectivement. Donc, double effet qui se cumule. Et je dirais le troisième effet, et ça c'est génial parce que c'est ce qui m'est arrivé, et du coup c'est une super transition pour mon troisième bien. Et que mon troisième bien, je l'ai acheté encore en transférant mon crédit, mais j'étais au chômage. C'est-à-dire que tu transfères ton bien, mais tu n'as rien à justifier à la banque. Tu peux être dans une situation qui est compliquée, tu peux devoir de l'argent à des gens, tu peux... Alors, bon, pas à ta banque, parce que si tu rembourses pas, là, ils vont pas être d'accord, mais grosso modo, j'étais au chômage quand j'ai acheté mon troisième bien. Et j'ai transféré mon bien. Ok, parce donc, que alors... on s'en fiche, on n'a pas besoin de refaire un dossier. Donc ça te paye, t'as pas besoin de payer des frais de dossier, enfin tout ça, bon ça c'est encore c'est négociable, hein, tout ça peut s'enlever, c'est pas un problème, mais en gros ta situation par contre, tu veux refaire un crédit, on évalue ta situation. Et aujourd'hui avec les personnes qui se retrouvent au chômage, moi j'ai quand même eu 3 périodes de chômage dans ma vie, j'ai que 36 ans, bientôt 37, et j'ai eu 2 licenciements économiques. Donc quant à ça, quand il y a des gens qui veulent se lancer dans les auto-entreprises, auto-entrepreneurs ou qui lancent leur boîte, et ben aujourd'hui s'ils veulent vendre et racheter quelque chose et qu'ils transfèrent seulement leur crédit, il n'y a aucun problème, peu importe la situation dans laquelle ils sont. Ouais, donc c'est vraiment une clause intéressante à mettre dans une offre de prêt, enfin à demander à sa banque pour une offre de prêt. Je voudrais juste aller jusqu'au point aussi où tu as commencé à investir pour faire du locatif. Donc là, rapidement, ce que tu me disais, c'est que ce bien-là de 35 mètres carrés, tu l'as revendu 2 ans après avec aussi une plus-value. Ouais, tout à fait. Je l'ai revendu. Je voulais le revendre 270 000, mais finalement, un ami est venu chez moi le soir même, en fait. Donc, je te remets le contexte. Je l'ai acheté vraiment tout compris 218 000. Ce deuxième appartement de 35 mètres carrés, qui a été financé par le premier crédit que j'ai fait glisser, que j'ai transféré plus un crédit supplémentaire. Et là, je me dis, voilà, je le revends parce que maintenant, je suis plus tout seul dans ma vie à cette époque. Et la personne avec qui je veux vivre, eh bien, elle a son appartement. Donc, soit en fait, on vit dans le mien, soit on vit dans le sien. Il y a une particularité dans le sien qu'il n'y a pas dans le mien qui fait qu'on ne peut pas choisir le mien. D'accord, d'emménagement, etc. Sans rentrer dans les détails, c'est plus des histoires personnelles, mais en fait, on ne peut pas garder le mien parce que c'est pas le plus optimum pour la vie à deux. Effectivement. Donc, je le revends, et là, on se retrouve en 2010 à peu près. Et je le revends, et je me rappelle très bien, c'est un soir, je fais venir un ami, je le fais venir manger à la maison, on prend l'apéro, et pendant qu'il arrive, je lui dis, écoute, donne-moi 10 minutes, je termine mon annonce parce que je vends mon appart, et je le vends à 270 000 euros. Et il me dit, c'est génial et tout, tu l'as acheté combien? Donc il me dit, super plus-value, bon. Et il me dit, mais voilà, t'es pressé de le vendre? Je lui dis, non, je suis pas pressé, je vais mettre l'annonce, tu sais, c'est Paris, donc ça se vend vite. Il me dit, t'as qu'à mettre 10 000 de plus, mets-le à 280. Au pire, si ça marche pas, dans 10-15 jours, tu rebaisses, quoi. Je lui dis, écoute, c'est pas con. Et en 30 secondes, 1 minute, j'ai gagné 10 000 euros parce qu'il s'est vendu à 280 000 euros une semaine et demie plus tard. D'accord, ok. J'ai fait 62 000 euros de plus-value. Encore une fois, c'est comme le premier, c'est non imposable puisque c'était ma résidence principale. Donc, sur 2 ans, ça fait 142 000 euros de plus-value net d'impôt entre 2003 et 2010. Alors, du coup, qu'est-ce que tu as fait de cet argent-là à ce moment-là? Écoute, j'aurais pu partir en vacances, j'aurais pu faire plein de choses. Non, j'en ai gardé un peu pour moi, mais c'est surtout que j'ai racheté encore un appartement. Et comme j'étais au chômage, j'avais une idée de business. Et je m'étais dit, voilà, moi j'ai l'argent, je revends mon appart. Et je me suis dit, c'était super intéressant cette histoire de transfert de crédit. Parce que si je récupère mon argent, mais que je veux racheter quelque chose, là du coup, ça sera mon argent que je vais utiliser. Vaut mieux que j'utilise le crédit. Comme je suis au chômage, impossible de revoir un crédit, enfin je dirais impossible, il n'y a rien d'impossible, mais franchement trop galère. Je me dis la solution de facilité, et en plus j'ai amorti une bonne partie du capital, du crédit, donc je vais à nouveau pour la deuxième fois transférer ce crédit. Et puis là c'était un bien que j'avais acheté 132 000 euros. Donc voilà, je revends, je solde même mon crédit de 50 000 euros que j'avais acheté, que j'avais pris pour le deuxième bien. Et là, j'achète ce bien. Et ce bien, au départ, il avait sa première vocation, c'était d'être mon bureau.
Ok. C'est-à-dire que j'avais pris un studio, il y avait un peu plus de 15 mètres carrés, et c'était mon studio. Pour travailler, pour avoir mon business, je dormais même pas dedans. À côté des buts de Chaumont, tous les matins, j'allais faire mon jogging, ensuite je prenais ma douche, et puis après, je me mettais à travailler sur mon projet. D'accord. Alors, comment ça s'est passé justement le moment où tu as commencé à faire du locatif? Parce que dans ton histoire aujourd'hui, juste pour dire aux auditeurs, aujourd'hui tu as donc cet appartement-là en locatif et puis un autre à Paris et encore deux autres sur Et d'autres Rouen. avant, ouais. Voilà. Mais comment ça a commencé le locatif? Ah bah écoute, ça a commencé encore une fois par la contrainte, Ok. c'est-à-dire qu'en fait la boîte que j'avais pensé faire, Ouais. dans mon business plan, au bout de 6 mois, je me suis aperçu que ça marchait pas, qu'il y avait vraiment un problème sur un des points que j'arrivais pas à résoudre et je me suis dit bon bah écoute c'est mort, tant pis et qu'est-ce que je fais de cet appartement quoi? Parce que moi, je vais pas revivre dedans. Ouais. Il est hors de question que je revive dedans. Donc, je me suis dit, écoute, on n'a qu'à louer cet appartement. Voilà. Donc, je me suis dit, voilà, je vais le louer. Et là, c'était un truc de fou parce que j'ai mis une annonce et puis les annonces à Paris, c'est vraiment un truc de malade. Il y a tellement de demandes. Il y a tellement de demandes, ouais. Donc, je le mets en location meublée parce que j'avais vu à l'époque que le meublé, c'était plutôt intéressant. Ouais. Dans le sens où, au niveau fiscal, c'est plus intéressant. Tu le loues à peu près 20% de plus à Paris, c'était à peu près ce que j'avais remarqué. Et puis, ça s'y prêtait bien, parce que moi, c'était des étudiants. Bref, je me dis, c'est cool. Je trouve un premier locataire et le truc se loue en une semaine, quoi. Ouais. Et le locataire, il est pas resté 1 an, il est resté un peu moins parce qu'il avait un stage à Paris, je me rappelle bien. Mais et puis après, il est reparti. Mais c'était génial. Et là, je me suis dit, waouh. Ouais, d'accord. L'immobilier, l'achat-revente, ça marche bien, mais là, la location, ça marche aussi, parce que moi, à l'époque, je crois que je devais le louer quelque chose comme 650 € et j'avais un crédit de 455 €. Effectivement. Ouais. Je me demande si j'avais même pas remboursé, enfin je sais plus, peut-être remboursé une partie anticipée, mais grosso modo, j'avais un vrai cash flow tous les mois, quoi. J'avais presque 200 €, enfin moins les charges, mais dans les 150 € de cash flow, quoi. Ok, et donc là, tu t'es dit, pourquoi ne pas en faire d'autres? Bah ouais. Écoute, quand ça fonctionne et puis que tu as encore de la capacité d'emprunt, c'est bon, puisque moi, ma capacité d'emprunt, elle était pas intacte, mais elle était encore très très bonne, puisque parce qu'après, voilà, les mois évoluent. Bien sûr, voilà, je retrouve un boulot, donc les choses évoluent et puis ça fonctionne. Donc tu dis, c'est génial, maintenant j'ai un salaire. Alors en plus, c'était même mieux qu'avant, parce que j'avais un salaire, j'avais un crédit qui me coûtait 455 € par mois. J'avais récupéré de l'argent de plus-value, donc j'avais un peu d'argent de côté. Ouais. Mais que je voulais pas utiliser. Mais je veux dire, je l'avais sur les comptes. C'est-à-dire que quand tu amènes ton dossier au banquier, tu lui montres cet argent. Ouais. Je vivais en couple dans un appartement, dans lequel je vis toujours. Hein. Là, aujourd'hui, j'enregistre dans mon bureau, dans cet appartement. D'accord. Donc, un loyer très bas et on est à 2 à le prendre. Et en plus, cerise sur le gâteau, j'ai un loyer qui tombe. Donc j'ai plus de revenus. Ouais. Et donc les banques se disent ok, ça marche. Donc je trouve un appart. Alors là par contre j'en ai fait des visites. Hein. C'était plus la même histoire parce que ça allait être hyper réactif. Tout partait hyper vite et voilà. Et là c'était un appartement. Alors là je n'ai plus trop en tête les chiffres, mais je crois qu'à la base sur le papier il devait être à 180 000 €. 17 mètres carrés, donc là un prix vraiment beaucoup trop cher pour Paris, hein. On est à plus de 10 000 € du mètre carré. D'accord. Et voilà, puis histoire un peu compliquée, j'avais eu du mal à le voir cet appartement au niveau des visites et tout, mais j'avais dit à l'agent immobilier, moi cet appart il m'intéresse vraiment le jour où c'est plus simple de visiter et le propriétaire est vraiment prêt à vendre, et vous m'appelez. Et puis quelques mois après, j'étais sur un Vélib à Paris, il faisait beau, en train de visiter des appartements et l'agent immobilier m'appelle et me dit « Monsieur, ça y est, vous vous rappelez l'appartement ?» Je me rappelle très très bien l'appartement. Et il me dit « Ça y est, j'ai les clés, on peut visiter, vous pouvez venir quand ?» Et je lui dis « Je suis là dans 1 heure. » C'est-à-dire je suis en train de faire des visites aujourd'hui, je suis en Vélib, dans 1 heure on peut se voir. « Oui monsieur, pas de problème, on le voit. » Je visite. Entre-temps, il avait baissé son prix à quelque chose comme 155 000 je crois. Et je visite l'appartement et c'est bon. En fait, j'étais le premier que l'agent immobilier rappelait. D'accord. Donc, et j'étais venu et je le visitais dans l'heure. Et c'était ça à Paris. Hein. Ça partait dans la demi-journée. Hein. Donc, moi, je connaissais le marché.
J'y suis allé, j'ai fait une proposition plus basse, peut-être dans les 140 000 euros, je crois. Il m'a dit non, ça va être difficile. Et 2 jours après, je partais vers Porquerolles pour des vacances. Donc voilà, on était en été, quoi, en début d'été. Mais gros problème, le téléphone, ça passait pas du tout. J'arrivais pas à négocier par téléphone. Internet, c'était pourri. Bref, j'étais isolé pendant 15 jours. Et moi, je savais qu'il fallait que je négocie, quoi. Bref, ça a été des mails, vraiment une galère. Ouais. Et au bout d'un moment, j'ai joué le tout pour le tout, parce qu'il voulait absolument 150 000. Et moi, j'ai dit non, écoutez, moi, mon prix, il est de 145 000. En gros, je suis en vacances. En gros, vous me dites oui ou vous me dites non, mais j'ai pas envie de gâcher mes vacances à passer mon temps à essayer de trouver du réseau, etc. Alors que je suis à Porquerolles, je fais de la plongée, je m'éclate et tout. J'ai autre chose à faire. Voilà. Et puis, si c'est pas le vôtre, ça sera un autre. Et ça, c'était directement un mail que j'envoyais au propriétaire, là, hein. C'était même plus par l'agence immobilière. Ok. Et l'autre, en gros, il a lâché l'affaire dans les 6 heures. J'avais un mail, il me dit ok, 140 000, vous revenez de vacances et on signe. Voilà. Mais vraiment, c'était un coup de cœur parce que Ouais, moi, oui. Parce qu'il aurait pu pas avoir le- justement des discussions avancées aussi avec d'autres acheteurs et puis. Ouais, Donc, moi le problème c'est que je savais que je n'avais pas le temps jouait contre moi, ouais, j'allais pas c'est ça. gâcher mes vacances à revenir, mais en Oui. même temps l'appart était super quoi. Donc je savais qu'il fallait à un moment qu'ils me disent oui ou qu'ils me disent non, mais lui il allait pas attendre encore les 10 jours qui restaient quoi. Donc voilà. Et bon voilà, je l'ai eu. C'était chaud, j'ai eu des sueurs froides, et puis je l'ai eu. Donc voilà, on passait à l'époque, c'est-à-dire que si je l'avais acheté au départ, le prix était quand même de 180 000. Hein. Et donc on passe à 145 000. Et là, je reprends un courtier. Enfin, c'était une courtière. J'en ai fait plusieurs, ça s'était pas bien passé. Puis j'en ai trouvé une très très bien qui m'a négocié énormément de choses. Et puis là, j'étais devenu vraiment hyper agressif hein, au niveau de tout ce que je voulais. Voilà des Ma critères courtière, ouais. elle avait une liste, elle avait 12 points de négo et en gros, si elle me trouvait une banque avec moins de 10 points, enfin moins de 10 points de négo de tout ce que je lui demandais sur ma liste, c'était non. Donc en gros, elle avait un travail avec moi au-delà du taux, hein, vraiment de gros travail et je l'ai épuisé. Hein. À la fin, elle m'a dit, ça a été super compliqué, quoi. Mais c'était intéressant. C'était une nana qui était dans le challenge, c'est-à-dire voilà, parfois on me dit, oh, moi j'ai pas eu des bonnes expériences avec des Ouais, courtiers. ouais, exactement. Moi j'ai eu un courtier avec qui ça s'était pas bien passé, mais une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui nous correspond, qui a bien compris notre projet, bah, ça fonctionne. Ouais, Donc voilà, exactement. donc j'ai trouvé cet appartement que j'ai fait financer. Et puis, bah voilà, j'ai mis un locataire Donc et ça, pour c'était la en petite, 2012, ça. Hein. peut-être même 2004, non, 2014, on devait être en 2014. Hein. D'accord, ok. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai eu un locataire avant même d'avoir les clés de cet appartement. Parce que je faisais un changement de locataire dans mon premier appartement locatif que j'ai fait en 2011, là, dont on parlait juste avant. Et pendant ce changement de locataire, on se retrouve à faire des visites et puis des candidats. Puis on en a plusieurs qui sont bons, quoi. Il y a un moment, j'ai qu'une place, quoi. Et j'en avais 2 qui étaient vraiment, vraiment excellents. Et le premier que j'appelle me dit, OK, c'est bon, je prends l'appart. Et du coup, le deuxième, je lui dis, écoutez, je suis désolé, vous étiez vraiment... c'est Ouais, la place... ouais. Il n'y a qu'un élu. Bah voilà, j'étais mal pour lui et il me dit mais il avait vraiment un super dossier quoi. Et il me dit mais bah, écoutez vous qui avez un appart, vous connaissez pas quelqu'un qui a un autre appart quoi parce que vraiment en plus j'ai adoré votre appart quoi parce que c'est vrai qu'à Paris il y a des propriétaires Ouais, ils louent des poubelles hein, donc ouais. voilà mon appart il était sympa, il me dit le vôtre j'arrive, je mets mes valises, je pose mes valises et c'est fini Ouais. quoi. Et donc, qu'est-ce que tu lui Et réponds à cette question-là? Est-ce que je vous lui dis connaissez quelqu'un qui a un lui autre appart? et du tac au tac, mais c'était pas du tout préparé. Je lui fais écoutez, je connais personne d'autre. Puis bon, à la limite, c'était plus mon job, hein. Enfin, c'était pas un mode de faire. J'allais pas lui retrouver non plus un appart, j'avais autre chose à faire. Et je lui dis écoutez, je suis dans une situation où dans 15 jours, dans une semaine, 15 jours, je signe un nouvel appart. Il est à 15 minutes à pied de celui que vous allez voir, que vous avez vu. Il est un peu plus grand. Il y a 2-3 mètres carrés de plus. Et Un il petit peu est. plus Donc cher. je lui décris, mais bah, forcément, il va être Ouais. plus cher. Et je lui dis, par contre, avant de parler de prix, il faut savoir que grosso modo, vous ne l'avez pas avant un mois et demi. Parce que moi, j'ai Ouais. des travaux à faire et je le fais pendant mes week-ends. Quoi. Donc je le rénove. Et si vous êtes prêt à attendre un mois et demi, l'appart, il est pour vous, parce que j'aime bien votre dossier et tout. Et il me dit, vous savez quoi, j'attends. Parce que je vous fais confiance. S'il est du même genre que l'autre, bien situé,
Ok. Et donc, il me dit, ok, mais combien? Et là, je lui dis 790 euros par mois. Et là, il me fait, ok. Ah, alors que l'autre, il était à 700. Enfin, en gros, je lui louais quasiment 100 euros de plus Ouais, que, ouais. D'accord. que l'autre appart. Et je me suis dit, mais il m'a tellement répondu rapidement. J'aurais pu lui que demander plus. T'as été Parce pris qu'à au l'époque, dépourvu, mais bon. n'avait pas allure, on n'avait pas tout ça et on louait ce qu'on voulait, quoi. Et Ouais. puis voilà, bah, du coup, j'ai eu les clés. 2 jours après avoir les clés, j'étais dans les travaux le week-end qui suivait. Il est venu voir l'appart. Il est rentré, il m'a dit super, génial, j'adore. Et je lui ai dit ce que je voulais faire, comment j'allais aménager. Je lui ai même fait il a même fait partie un peu de l'aménagement, des couleurs finalement, parce qu'il allait être pour lui cet appart. Et donc voilà, ça a été mon locataire pendant 2 ans, D'accord. celui-ci. Ouais. Et il est toujours bien payé, enfin super. Ouais, c'était super. Donc j'ai eu un locataire avant même d'avoir l'appart, quoi. Ouais, Mais ça, effectivement. c'est la demande parisienne, hein. Ça, c'est vraiment Paris, c'est comme ça, quoi. Non mais après c'est vrai que d'autres investisseurs aussi qui sont dans d'autres villes en province me racontaient qu'ils faisaient des visites alors que les travaux n'étaient pas encore finis et que ça pouvait prendre et pouvoir réserver un locataire avant même les travaux finis et l'appartement livré quoi. Donc Ouais, ne tout à pas fait. hésiter. C'est aussi des stratégies, enfin, c'est aussi une stratégie de trouver son local. Alors c'est vrai que moi, par rapport à quelqu'un qui referait exactement ce que j'ai fait, la différence, c'est que moi, c'était tombé au même moment où il y avait déjà une recherche de Ouais, locataire. ouais. Avant, j'avais déjà des dossiers. Mais on peut tout à fait, et moi, dans les formations que je fais, dans les coachings, c'est vraiment quelque chose que je conseille. C'est-à-dire que vous devez trouver votre locataire avant même Voilà, d'avoir les clés. pour ne pas avoir de vacances locatives. Exactement. Même si vous avez, alors si vous avez des travaux, bah, vous estimez le temps de vos travaux, mais pendant vos travaux, vous pouvez tout à fait passer une annonce, prendre des photos ou même trouver de belles photos qui Ouais, ressembleraient juste pour exactement. avoir des téléphones, et vous leur dites à ce moment-là, ah bah non, ça c'est un appartement, ça y est, il est loué, mais j'en ai un autre à vous louer si vous voulez, mais il est Exactement. en travaux. Et hop, on le fait bifurquer et on l'amène. Et là, et en plus, honnêtement, les locataires, ils adorent parce qu'ils voient qu'on est en train de tout refaire. Donc, Ouais, ils savent ouais. qu'ils vont avoir un appartement qui est refait à neuf. Ouais, ils se sentent C'est génial. impliqués aussi potentiellement, c'est vrai, dans Alors, c'est l'histoire sûr, de par contre, l'appartement. Ouais. ouais. Bon, alors, par contre, si vous savez que vous en avez pour 3 mois de travaux, c'est pas 3 mois avant, hein, c'est 3 semaines avant qu'il faut vous y prendre, hein. Ouais. C'est pas trop longtemps non plus, parce qu'après, si eux ils ont besoin de se loger rapidement, ils vont voir ailleurs aussi, hein. Oui, c'est tout à fait. Après, c'est vrai que dans les gens qui recherchent des biens, il y en a aussi qui recherchent pour dans un mois et demi. Donc, on peut toucher aussi ces gens-là, quoi. Les gens qui sont Oui, prévoyants. ouais, il y en a qui sont très Et prévoyants. Moi, d'ailleurs, c'est tu des vois, profils là, intéressants, les gens qui sont prévoyants, qui cherchent un appartement un mois et demi, 2 mois à l'avance. ouais, mais il y en a, pour tout te dire, moi ce soir je fais un état des lieux d'entrée dans un de mes appartements. J'ai eu des appels pour septembre. Ouais. Oui, ma fille pour De quelle l'école et année? tout. De 2017 ou 2018? Ouais, 2017. Non, 2017. Non, c'est les gens ils pensent que c'est comme pour placer leurs enfants en crèche. Ouais. Oui, non, mais Bon, en on se même temps, à réserve Paris, pas la comme demande est si élevée que potentiellement Ouais. tu pourrais faire même un système de liste d'attente. Ouais, mais oui, je pourrais, mais honnêtement, j'ai pas besoin de faire de liste Ouais, d'attente parce oui, qu'il y a tellement de demandes que. ouais, Donc effectivement. voilà, bah écoute, donc du coup, je duplique quelque chose qui a fonctionné sur le premier studio locatif à Paris, et en le dupliquant, bah ça remarche encore. Je me dis, mais c'est quand même fou cette histoire. À chaque fois que je fais quelque chose, je me lance, que j'étudie un petit peu, bah voilà, ça fonctionne, ça mène des résultats. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait d'extraordinaire. En fait, je me suis juste dit, bah voilà, l'idée c'est que tu peux avoir un loyer qui est plus important. En gros, tu vas avoir des revenus supérieurs à ce que tu vas dépenser. Et en plus, en parallèle, ton locataire, bah, il paye ton crédit. Ça veut dire que plus tu avances dans le temps, plus en fait l'appartement il devient à toi, il est un peu moins à la banque. D'ici la fin de ton crédit, si jamais tu n'as pas revendu avant, et ben, ou même si tu as revendu d'ailleurs, parce qu'on vient de voir que je transfère les crédits, et ben il n'y a plus de dette. C'est-à-dire qu'après, c'est 100%. Et d'ailleurs, le plus de dette, c'est ce qui m'arrive, parce que sur l'appartement, donc le premier investissement, Ouais. le premier Avec le crédit studio glissant locatif, que tu as glissé 2 fois. là, depuis 1 an et demi, il n'y a plus de crédit sur cet appartement. D'accord. Donc moi, j'ai plus de crédit dessus, c'est-à-dire que c'est des loyers pleins.
Ouais, tout à fait. Là, le locataire qui arrive ce soir, c'est pour cet appart. Enfin, c'est une locataire, elle s'appelle Amélie. Elle arrive ce soir et ce qu'elle va me payer, le loyer, moi, je vais juste enlever les charges. Il y a à peu près 60 euros, 55 euros de charge ou 60 euros de charge sur cet appartement, plus la taxe foncière. Bon, c'est pas grand-chose à Paris. Il n'y en a même pas pour 200 euros par mois, hein, par an. Hein. Donc, c'est 210 euros par an, tu vois, la taxe foncière sur cet appartement. Ouais. Un demi-mois de loyer, même mois, quoi. Non, c'est un tiers de loyer. C'est mon un tiers de loyer. Ah oui, ok, d'accord. Ouais, non, à comparaison, je parlais avec un investisseur à Brive-la-Gaillarde, c'était plus de 2 mois de loyer, presque 3 mois de loyer, équivalent à la taxe foncière. C'est vrai qu'à Paris, c'est un peu une exception. Les taxes foncières sont vraiment basses comparées au prix, aux revenus locatifs que l'on a en face, quoi. Tout à fait, moi c'est souvent la taxe foncière, ouais, c'est vraiment une chose à Paris, c'est quasiment le seul point positif, c'est qu'en fait on s'en occupe pas de la taxe foncière. Ouais. Alors que quand on vient d'ailleurs ou quand on investit ailleurs, c'est vrai qu'on pose toujours la question, mais la taxe foncière, alors que moi à Paris c'est problème. Justement, depuis l'année dernière, tu as décidé d'investir dans une autre ville que Paris. Et c'est, pour ne pas la citer, Rouen. Donc on s'est vu là-bas la semaine dernière parce que j'habite à Rouen. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà juste la situation de Rouen et pourquoi tu as choisi cette ville et comment tu as fait potentiellement pour la choisir parmi d'autres villes? Ouais, alors... Déjà, en tant qu'investisseur parisien, parce que voilà, on se dit, une partie des auditeurs vient de Paris et puis aimerait investir en dehors de Paris pour justement peut-être avoir des rentabilités plus élevées, etc. Ouais, tout à fait. Alors, effectivement, on s'est vu la semaine dernière. On s'est vu dans un resto. D'ailleurs, là où je te donnais rendez-vous, c'était là où en fait t'habitais, quoi, quasiment sur la place. Oui. Et alors, pourquoi j'ai choisi ça? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2014, moi, donc j'avais fait mon dernier investissement locatif, c'était en 2014. Et entre-temps, moi, j'ai exploité les deux biens que j'avais. Donc, c'est bien de faire des investissements, mais après, il faut quand même voir sur la durée si ça fonctionne. Ouais. C'est-à-dire que faire un coup qui fonctionne, c'est bien. Ouais. Faire un deuxième, tu peux te dire, ça peut être vraiment un coup de chance, ça peut être 2 coups de chance. Mais il y a un moment où j'ai quand même un peu levé le pied parce que faut voir la situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ça marche, mais j'ai quand même des crédits sur le dos. Oui. C'est-à-dire que je m'endette à un moment, quand même, il faut voir les choses. Grosso modo, c'est quand même c'est vrai que je sais pas quel âge tu as toi, mais moi parfois je reconvertis toujours quand même en francs. Alors, ça fait un peu vieux schnock. Non, j'ai pas cet âge-là. Je suis plus jeune. Voilà, t'es plus jeune, mais grosso modo, un studio à Paris, ça vaut 1 million de francs, c'est-à-dire 150 000 euros. Ouais. Quand j'étais jeune, 1 million, c'était énorme, c'était colossal, 1 million, c'est-à-dire 150 000 euros. Je me rappelle le film Les Trois Frères. Mais les Trois Frères, quand on dit le million, le million, je sais pas, mais peut-être que ça parce que la vie a tellement augmenté, je dirais pas que ça vaut 1 million d'euros aujourd'hui, mais on n'est pas loin des 500 000 euros. C'est-à-dire que quand on disait j'ai 1 million de francs, c'est comme si aujourd'hui on disait j'ai 500 000 euros. Ouais. Donc c'était vraiment colossal. Hein. Voilà, il faut pas oublier que c'était de l'ordre quand même à l'époque de crédit de 2 fois ça que j'avais sur le dos. Donc il y a un moment on se dit il faut pas déconner. Alors c'est vrai que la solution quand même alternative à tout ça, c'est on revend un bien. Si ça marche pas et qu'on a un problème, on revend un bien. Bon, c'est pas trop le problème. Donc à un moment je me dis voilà, maintenant on attend 1 an, on attend 2 ans parce que il faut voir comment les choses évoluent. Il faut apprendre pour consolider. Est-ce que j'ai des difficultés? Est-ce que j'ai des opportunités que j'avais pas vues? Est-ce que je peux appliquer des nouvelles stratégies? Et puis c'est au moment aussi où j'ai lancé mon blog. Donc moi j'étais dans le lancement de mon blog pour en apprendre de plus en plus sur l'immobilier, de rencontrer des investisseurs connus, renommés, qui ont aussi soit écrit des livres, soit qui étaient auteurs, soit qui étaient blogueurs, etc. Et moi, c'était super important parce que ça faisait partie aussi de mon éducation financière et immobilière, en fait, de faire ça. Et en parallèle, j'allais dans des villes, c'est-à-dire je me disais, je prends 2 jours, 3 jours. En plus, tout ce qui est Airbnb a vraiment démarré dans ces années-là. C'était l'explosion, donc c'était hyper facile. Tu louais de nuit, et puis tu allais découvrir une ville. Alors j'ai fait Lyon, j'ai fait Orléans, Toulouse. Et quand tu dis découvrir, c'est quoi? Tu faisais des visites en fait? Tu allais voir des agences? Tu marchais pour découvrir les quartiers? Ouais, en fait, j'organisais mes 2-3 jours de visite.
en amont, une semaine avant. C'était pas la peine plus, hein, parce que Ouais. plus les biens ils peuvent partir et puis Tout à les fait. agents immobiliers ils vont pas non plus attendre 15 jours quoi. Donc on leur dit voilà, moi j'ai prévu de tel jour à tel jour pour descendre En admettons, week-end, en semaine, tu faisais ça? dans semaine. D'accord. Alors pourquoi? Deux raisons. Enfin, pourquoi c'était en milieu de semaine? C'était toujours entre le mardi et le jeudi. Parce que si on y va le vendredi, bon le vendredi c'est un peu les gens ils Ouais. vont Et le voilà, lundi, certaines agences le sont fermées. samedi, ouais, les agences elles sont fermées. Et puis le samedi, c'est là où les gens ils ont Il y a le du temps, plus ils de sont en monde. week-end pour visiter. Ouais. Et il y a De le plus toute de manière, concurrence, ouais. par défaut, c'était compliqué d'y aller pour moi les week-ends, parce que je travaillais dans le commerce et donc les week-ends, on travaille. D'accord. Donc les samedis, déjà, c'était mort. Les dimanches, les agences immobilières sont fermées et le lundi aussi. Donc il me restait mardi à jeudi. D'accord. Donc en gros, ce que je faisais, c'est que je prenais les nuits des mardis soirs et des mercredis soirs. Et puis voilà, moi je partais le mardi matin de Paris, et puis je revenais le jeudi dans l'après-midi ou Ok. jeudi dans la soirée. Tu posais des jours pour faire ça? Bah non, je posais pas de jour parce que moi dans mon boulot, si tu veux, les 2 jours de repos, tu dois les prendre dans la semaine. D'accord, Donc, ok. c'est vrai, ah oui, c'est vrai que du coup, j'ai pas besoin de poser des jours. Ouais. Ouais, ouais. Non, Mais mais pour c'est. quelqu'un qui, enfin quoi que ça dépendait un petit peu parce que ça dépendait les époques. Parfois on était ouvert les dimanches, parfois non, donc ça dépend. Mais après, bon, moi j'avais pas mal de RTT aussi, mais ça il faut vraiment le faire. C'est-à-dire que pour ceux qui ont des RTT ou même franchement vous n'avez pas de RTT, c'est quoi de prendre 2 jours par semaine de temps en Ouais. temps pour aller visiter? C'est rien et honnêtement c'est hyper instructif et hyper efficace. Ça peut faire basculer une idée qu'on a. Ça fait tellement gagner de temps. Parce que moi j'ai mon expérience à moi et je me suis enrichi de l'expérience d'autres investisseurs et aussi de beaucoup de personnes que je coach. Et je vois beaucoup de personnes qui se font des plans C'est ça. sur un investissement Ouais. dans telle ou telle ville et Ouais. ils se disent Sébastien, est-ce que tu peux me coacher ou m'aider pour ça, ça, ça? Et moi, un des premiers trucs que je leur demande, c'est mais Va tu dans la connais la ville. ville? Ouais. Non, je connais pas, mais j'ai telle personne qui m'a dit que, et puis je sais que, voilà. Non, pour savoir, il faut y aller. Faut aller Ouais. manger. Faut sortir le soir. Il faut aller visiter. Est-ce qu'il y a du bruit dans certains quartiers? Est-ce que c'est sympa? Est-ce que ça craint? Est-ce que ça craint pas? Parce que nous, on connaît pas quand on n'est pas dans la ville. D'accord? Chacun connaît son quartier, sa Tout à fait. ville. Il sait où il faut aller. Il sait faut peut-être investir ou pas. Mais quand on veut aller loin, c'est pas pareil. Autre chose, moi j'ai commencé à investir dans mon coin parce que je connaissais. Ouais. Et Ouais. après, à un moment, pour des histoires de tarifs, de prix, parce qu'il ne faut pas oublier que le ticket d'entrée à Paris, bah, c'est 150 000 euros pour un studio, hein, si on veut faire les trucs à peu près bien. J'arrondis, hein, mais voilà, le ticket d'entrée, ça commence à être haut. Donc pour baisser ce ticket d'entrée, l'idée c'était d'aller dans une autre ville. Puis diversifier aussi un peu les lieux d'investissement. Ouais. Donc voilà, moi je faisais des visites et puis c'était bien parce que ça mettait les agents immobiliers en concurrence. Et en plus, ils se disaient, bah, le gars, il vient. Je leur expliquais ma démarche de prendre des. Je leur disais pas que c'était mes jours de repos, hein, je leur disais que je prenais des jours de RTT. Donc en gros, ça compte pour moi. Le gars, il descend dans j'allais dire dans le sud. Ouais, c'est le sud pour moi, Lyon, c'est le sud de Paris. Mais voilà, je descends dans le sud, enfin, je vais dans des villes que pour ça. Donc le gars, il est motivé. Et moi, je leur disais direct, hein, moi, je leur disais, moi, je veux en faire 2. Donc c'est 2 biens que je fais avec vous. Donc voilà, et ça les mettait en concurrence. Et puis de temps en temps, ils me dégotaient des trucs qu'ils ne m'avaient pas proposé en amont quelques jours avant, parce que ça venait de sortir. D'accord. Donc ça, c'est hyper instructif. Et puis on apprend énormément des agents immobiliers. On va dans les quartiers, on va dans les coins, on mange en terrasse, on regarde ce qui se passe, on voit les gens, comment ils sont. Puis voilà, on parle avec les gens. Ouais, effectivement. Donc au final, ouais, bah, là, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on discute là. Donc on va aller rapidement dans la dernière section, mais juste pour conclure sur cette recherche, toi, tu es arrivé sur le marché de Rouen et du coup, tu as acheté en même pas 2 ans là 2 appartements sur la ville de Rouen récemment, dans le cœur de ville. C'est ça? Ouais, exactement. En fait, enfin, c'est même pas en 2 ans, c'est en 6 mois. D'accord. Parce qu'en fait, entre 2014 et 2016, il y avait pas. Je faisais des recherches, en même temps j'avais mon boulot, en même temps j'ai fait pas mal de choses, donc je recherchais le bon endroit. Alors ça m'a pris du temps, mais faut pas oublier que moi j'avais mon boulot qui me prenait quand même 50 heures par semaine et j'avais la gestion de mon blog qui me prenait aussi, et je faisais les vidéos, enfin je faisais tout, c'était un gros travail pour moi, donc ça me laissait
peu de temps en fait à la recherche d'appartements. Donc après les choses se sont stabilisées début 2016, j'ai automatisé beaucoup de choses et donc j'ai eu encore plus de temps pour rechercher. Donc j'ai Rapidement, les chiffres sur tes 2 appartements que tu as réussi à avoir. écoute, le premier donc mi 2000 pendant les août 2016, c'est un 40 mètres carrés qui était affiché à 100 000 et je négocie à 90 000, avec une particularité, c'est que ce bien, il a une hauteur de plafond de 4,35 m, ce qui fait qu'en fait, on peut vraiment créer des mezzanines sur lesquelles on a 1,90 m de hauteur sous plafond, donc ça compte dans la loi 13, et puis on peut être debout. C'est pas une voilà. Donc on peut vraiment. Virtuellement, la surface est plus élevée et potentiellement le double, mais effectivement. Alors oui, potentiellement elle est du voilà, double. potentiellement. Ouais, je peux pas faire le double. Ouais. Non, parce que je vais garder en fait un espace, ce qu'on appelle cathédrale, avec assez haut de plafond. Ça va faire un style loft, quoi. Ouais. Donc, d'ailleurs, tu l'as vu cet appartement. Ouais, exactement. Et je te l'ai montré parce c'est juste à côté de chez toi. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment en travaux, mais voilà, l'idée c'est de faire ça. Donc, je pense à la plus-value en cas de revente, mais je pensais aussi du potentiel que ça avait et de ce que ça pouvait donner. Et puis le deuxième, là, c'est beaucoup plus petit, ça à 25 mètres carrés. Et c'est pour clairement faire du locatif. Je vais mettre un étudiant dedans. Et puis en attendant de mettre un étudiant, je vais peut-être m'en servir pour y dormir, puisque pendant les travaux, c'est toujours mieux d'avoir un pied-à-terre. Et celui-ci, tu l'as acheté combien ? Alors celui-là, il était à 49 000 € quand je l'ai visité quelques mois avant. Ensuite, le propriétaire a fait quelques travaux, il s'était enflammé parce qu'il l'avait remis à 60 000 et finalement je l'ai eu pour à peu près 50 000 €, frais d'agence inclus, 51 je crois. D'accord. Donc c'était un petit prix, quoi, moins de 2 000 € du mètre carré sur cet appartement. Excellent. Bah écoute, si tu veux bien, on va passer à la dernière section du podcast. C'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors, nous voici dans la dernière section de l'épisode. 4 questions que je pose à tous les invités. La première, pour commencer, est-ce qu'il y a un livre, business ou immobilier, que tu recommandes souvent ? Alors oui, mais il n'y en a pas un, il y en a 3. Non, il y en a 3. Il y en a 3. Alors, essaye juste du numéro 1. Celui qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est Père riche, Père pauvre. Vraiment, Robert Kiyosaki. De Kiyosaki. Ouais, Robert Kiyosaki, parce que c'est pas complètement et 100% de l'immobilier, mais c'est tellement de conseils en amont qui sont importants, parce que c'est vraiment ceux qui lisent ce livre et qui s'en servent après, franchement, on se prend une claque, parce que on change totalement les schémas notre manière sur de penser. Sur le travail, sur la manière de ton économie et comment on peut utiliser l'argent à son compte ou alors se faire puis juste le fait de se dire qu'on a été éduqué pour être des bons petits soldats et d'aller travailler, payer ses impôts et de travailler pour quelqu'un d'autre, oui c'est bien, oui on a une certaine sécurité de l'emploi, mais je dis bien certaine sécurité de l'emploi. Encore une fois, j'ai eu 3 licenciements économiques, etc. Du coup, non, c'est vraiment une claque parce que il y a une partie immobilier, d'accord, mais c'est pas sur cette partie-là que j'ai le plus appris. Il y a d'autres livres sur l'immobilier qui sont plus intéressants, mais de penser que les choses existent d'une autre manière et que c'est avec cette autre manière de penser qu'on peut changer les choses et qu'on peut changer sa vie et pas d'être un petit soldat salarié toute sa vie, parce que cette situation, si on est là-dedans, la situation ne peut pas changer. C'est pas possible. D'accord ? Donc, et même en gagnant beaucoup, certains pensent qu'en gagnant mieux et beaucoup plus, c'est mieux. Mais non, parce qu'en gagnant beaucoup, c'est-à-dire qu'on travaille plus. Exactement. Et ça veut dire qu'on perd beaucoup. C'est-à-dire que le jour où on s'arrête, on perd beaucoup. Alors que penser différemment et travailler avec l'immobilier, je veux dire, moi aujourd'hui je travaille plus, depuis fin 2016, je travaille plus, je gagne mon argent de l'immobilier et du blog et de la formation, mais je pourrais en gagner que de l'immobilier. Donc c'est vraiment une manière de penser différemment, et j'en gagne quand je dors, et j'en gagne quand je pars en Thaïlande en vacances, etc. Ouais, effectivement. Pas besoin d'être présent. Alors, juste pour les auditeurs, l'adresse web de ton site, quelle est-elle ? On la mettra aussi dans les notes. www.kiyosaki.com.
apprendre-investissement-immobilier.fr. Donc apprendre-investissement-immobilier.fr. Ok, bon, on Ouais. mettra tout ça dans les notes de l'épisode pour les auditeurs. Ouais. Et Merci. donc, beaucoup de conseils, comme tu dis, tu fais des vidéos et tu as des formations également sur le site. Bon, je recommande aux auditeurs d'aller voir, c'est très instructif. Alors, deuxième question, si tu veux bien. On dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend. Toi, est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite qui t'a appris des choses et voilà, si c'était à refaire, tu le ferais autrement aujourd'hui pour les auditeurs qui nous écoutent, les débutants ou même les gens un peu plus expérimentés? Ouais, tout à fait. Comme je te l'ai dit précédemment, c'est que ça vient des erreurs. Dès qu'on se trompe, dès qu'il y a une problématique, dès qu'il y a un problème, en fait, ça permet d'aller de l'avant. Maintenant, avec le recul, la vraie erreur que j'ai faite, c'est plus un manque de quelque chose que j'ai fait, c'est de me former plus tôt. Parce que, en fait, j'ai tiré pendant des années beaucoup de satisfaction à être autodidacte. Et en fait, ça a vraiment été une erreur pour moi, dans le sens où, même si ça a marché, j'ai une grosse partie de chance parce qu'il y a une histoire de plus-value Ouais. qui a intervenu au Mais départ. bon, la chance, c'est Si partie j'avais aussi pas des eu histoires, ça, hein, c'est sûr. oui, oui, tout à fait. Mais je veux dire, si j'avais pas eu ça, rien ne dit que j'aurais fait Ouais. de l'immobilier Oui. après locatif, Oui. d'accord? Donc j'ai eu une partie de chance, bien sûr, qui a été créée par des opportunités, etc. Mais le fait d'avoir tardé à me former D'accord. sur l'investissement immobilier, ça a été finalement un frein. Il est évident que si je savais si ce que je sais aujourd'hui, Ouais. on divise par deux, je prends juste la moitié de mes connaissances immobilières et que on revient en 2003 et que je les applique, oh là là, mais ça serait tellement énorme que voilà, je regrette. Et puis en fait, voilà, il faut commencer tôt parce que les crédits, l'immobilier prend quand même un petit peu de temps. Donc Bah oui, il y a beaucoup celui de champs aujourd'hui, aussi à maîtriser. Comme tu ouais, dis, il y a les beaucoup de champs à crédits, maîtriser. les travaux Ouais, potentiellement, la ouais, ouais, ouais. négociation, la sélection des Exactement. locataires. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses à savoir et c'est de là. En fait, c'était une perte de temps de pas se former et du coup perte d'évolution, ouais, Ok, d'accord. d'évolution Bah, c'est super encore plus. intéressant et je pense que ça répond même ce point-là à la quatrième question que j'ai l'habitude de poser. À ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou ne commence jamais? C'est peut-être ça, se former. C'est se former, mais du coup, je vais te faire peut-être une autre réponse, parce que Ouais, effectivement, je pense que tes auditeurs, ils le comprennent bien, il y a la formation qui est hyper importante. Maintenant, il y a un truc que j'ai remarqué dans énormément de cas, et c'est vraiment ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas. Tous ceux qui réussissent pas, bah déjà, t'en entends pas parler, d'accord? Ceux ouais, qui réussissent, ils vont te dire, en fait, ce qui a fonctionné. ouais. Et tu vas toujours voir qu'ils se sont heurtés à des difficultés. Et ce qui a fait qu'ils ont réussi, c'est qu'ils sont allés au-delà de cette difficulté. Donc peu importe ta difficulté, je peux t'en citer des dizaines, je t'en ai cité quelques-uns dans ce qu'on a dit tout à l'heure, mais Ouais, ce qui fait la différence dans celui qui va réussir, c'est parce qu'il s'est dit, ok, j'ai une difficulté. Maintenant, j'ai deux possibilités. Soit je fais comme la majorité des gens et j'abandonne, parce que c'est trop dur, c'est pas pour moi, je sais pas comment faire. Soit je prends une autre option et je réussis et j'enfonce cette porte et je trouve une solution. Et quand on trouve une solution, c'est génial parce que ça veut dire qu'on a passé juste une deuxième étape là où il y a les deux tiers qui auraient abandonné. Et c'est là que du coup, les investisseurs immobiliers, il y en a finalement pas tant que ça. Parce que tu peux suivre toutes les formations que tu ouais. veux, mais tu vas avoir des difficultés. Et celui qui a le mental d'arrêter quand c'est difficile, eh ben, il avance pas. Et ben, tous les autres, ils avancent. Et en plus, la difficulté que tu as eu un moment et que tu as passé, tu te dis finalement, c'est pas si dur que ça. Si je me Exactement. retrouve dans la même situation, je sais comment faire. Ouais, Et maintenant, tu as confiance. Et tu sais qu'il y aura toujours des difficultés qu'il faudra pousser. Notre vie, en tant qu'investisseur et dans d'autres travails, dans d'autres métiers ou dans d'autres investissements, c'est de régler des problèmes. Si tu as compris ça, eh ben, tu as tout compris. Tu ouais. continues avant. Donc avoir le mental pour contourner les difficultés. Ouais, ouais. Ok. Et donc dernière question qui aurait été la troisième en général, qui est une question un peu plus personnelle. À part l'immobilier, quels sont tes loisirs? Bah écoute, moi, mes loisirs, c'est de voyager, c'est de Oui, plonger, comme tu l'as c'est de dit, la rencontrer du mini-retraite que monde. tu as fait. Ouais, ouais.
Exactement, ouais, moi j'ai fait une mini-retraite début 2016 de 3 mois, je suis parti un mois en Thaïlande, je compte refaire ça cette année et les années suivantes. L'idée c'est que pendant des années dans mon métier, en fait, j'ai pas pris de vacances, mais c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Et je me suis coupé de ça, je me suis coupé du plaisir du dépaysement, de prendre du temps pour soi, et encore une fois, on va revenir au livre de Kiyosaki et de plein de livres, c'est-à-dire que il faut arrêter de mendier son temps, mendier des vacances. Je veux dire, n'importe quel salarié sait ce que c'est, parce que moi je l'ai vécu jusqu'à il y a encore quelques mois. C'est-à-dire qu'on doit mendier à son employeur des vacances, et c'est jamais le bon moment. Et ils veulent jamais, alors que toi tu les mérites et tu as 5 semaines de vacances. Bon, moi j'en avais un petit peu plus, quasiment 9 quand on mettait tout bout à bout, mais même entre 5 et 9 semaines de vacances, c'est rien. Il faut que ça tombe juste par rapport à ce que il faut que ton employeur il dise oui, il faut que ton conjoint il dise ça marche. Si tu as des enfants, il va falloir que ce soit pendant des périodes scolaires, ça va te coûter plus cher, et en plus tu croises les doigts pour avoir soit de la neige si tu vas au ski, ou soit du beau temps si tu vas à la mer. Il faut rassembler tellement de choses pour que les choses se passent bien, pour que, en gros, il faut être heureux à ce moment-là, hein, c'est-à-dire qu'il faut que tout se passe bien. Donc c'est tellement des fenêtres de tir qui sont justes que moi je me suis dit, quand j'ai compris que tout ça était possible, mon objectif c'était d'arrêter de quémander mes vacances, c'était d'arrêter de devoir négocier avec quelqu'un ou des interlocuteurs pour avoir ces fenêtres de tir, et d'être libre de ce que je voulais. Moi, mes investissements et mon blog, quand j'étais en Thaïlande, c'était super facile de les piloter à distance, donc voilà. Ouais. Ok, bah c'est une super message de fin pour conclure. Effectivement, essayer de créer ses propres fenêtres de tout ce que vous voulez, de vacances, de moments de temps libre, etc. Et ne pas être et essayer de diminuer la dépendance à une tierce personne, en l'occurrence souvent l'employeur, quoi. Tout à fait. Ouais. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup, Sébastien, pour le partage de ton histoire. Et puis c'est super intéressant, surtout d'avoir un partage, une expérience de... Voilà, tu as commencé il y a 15 ans déjà, donc c'est vrai que c'est aussi avec le recul qu'on arrive à voir certaines choses. Et donc merci pour ça, et puis pour toute la franchise de ton témoignage. Bah écoute, merci, ça m'a fait plaisir de le partager avec toi et tes auditeurs. Bah écoute, on se retrouve peut-être bientôt pour un prochain épisode, ou alors sur Rouen la prochaine fois. On va se revoir sur Rouen, ouais, bien sûr, avec plaisir. Et puis je te dis à très bientôt, et puis bon investissement pour le reste de 2017. Merci beaucoup, salut Bruno. Salut. Et oui, c'est toujours intéressant d'avoir un peu de recul. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Sébastien dans les commentaires sur la page des notes de l'épisode. Je répète, investimoclub.com/épisode 25. Sur son appartement à Rouen, c'est vraiment intéressant la manière dont il a pu potentiellement, grâce à une hauteur sous plafond élevée, multiplier la surface habitable par presque 2. De façon générale, réussir à créer des mètres carrés supplémentaires, c'est vraiment une excellente manière de faire de bons investissements. Des surélévations, des extensions, des créations de mezzanines ou des aménagements de combles ou de sous-sol, pensez à créer des mètres carrés supplémentaires. Bon, bien sûr, sinon, comme à chaque fois, pensez également à mettre un avis et une note au podcast sur iTunes. D'ailleurs, je voulais vous réitérer le bonus que je vous ai déjà offert il y a quelques épisodes de cela. Dès que vous publiez un commentaire, prenez une petite photo, prenez une capture d'écran et envoyez-moi cela à bruno@investimoclub.com. Je vous renverrai gratuitement notre guide populaire, le dessous des niches IMO à fort rendement, qui a déjà été acheté par des centaines d'investisseurs. En plus de ce cadeau, c'est vraiment une bonne action de mettre un avis sur iTunes, puisque cela permet de faire monter dans les classements le podcast et ainsi d'être visible par plus de personnes qui s'intéressent à l'investissement. Toutes les instructions pour bien laisser un avis et un commentaire sont indiquées sur la page investimoclub.com/épisode 25. Je vous remercie par avance pour votre soutien. À la prochaine. Ciao. Vous écoutez le podcast Investimo Club, le podcast de partage d'expériences immobilières pour les investisseurs débutants et initiés.
Si vous cherchez à apprendre les astuces et les stratégies pour bâtir votre patrimoine, mais aussi les erreurs à ne pas faire, vous êtes au bon endroit. Restez en ligne et n'oubliez pas de visiter investimoclub.com, votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier.